RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous de la tech du week-end. Je suis très heureux de vous retrouver, bien sûr, avec au menu de ce De quoi je me mail. Tout à l'heure, direction la Chine avec Nicolas Lelouch, journaliste à 01net.com, et on s'intéressera au déboire de Huawei. Comment va Huawei avec, vous le savez, l'absence de service Google sur les nouveaux smartphones qui arrivent. Et puis on évoquera aussi l'actualité sanitaire avec le coronavirus. Comment le coronavirus peut-il avoir un impact sur l'industrie high-tech ? Ce sera notre deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez à tout moment nous joindre sur la page Facebook de quoi je me mêle, réagir au contenu de cette émission avec le hashtag DQJMM. Merci d'être là, à la fois à la radio sur RMC, sur le web sur 01nettv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV et à la TV maintenant sur les box SFR et Orange. Merci d'être là. Et ce De quoi je me mêle, bien sûr, commence par le club de la presse Haïti. Christopher Siminelli est là. Bonjour Christopher. Salut François, bonjour à tous. Directeur de la rédaction de 01net.com et Emmanuel Paquette aussi nous Bonjour fait François. l'amitié d'être là. Bonjour Emmanuel, journaliste à l'Express, avec une actualité évidemment bouillonnante. Et on va commencer par cette information qui a surpris tout le monde, qui est arrivée hier. Une nouvelle petite voiture citadine s'apprête à sortir et c'est Citroën qui s'y colle. Ouais, pour bien comprendre, imaginez une Tesla, vous voyez, 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, et là, c'est pas du tout ça. Et tant mieux. C'est l'antithèse de la Tesla. Tant mieux, Citroën se dit, tiens, Citroën arrive un peu tard sur le marché de l'électrique, et s'il dit, tiens, on va arriver avec une promesse un peu différente, on va essayer de rendre les véhicules électriques beaucoup plus abordables, et c'est ce qu'ils ont fait avec un modèle présenté hier qui s'appelle l'AMI, AMI, en référence à un modèle de 2 chevaux, hein, je crois. Oui, en fait, il y avait des anciens modèles de Citroën qui s'appelaient les Amis. Oui, exactement, qui cartonnaient à l'époque. Donc, petit clin d'œil à ça. Donc, on voit à l'écran, pour ceux qui nous regardent en vidéo, à quoi ressemble ce véhicule. Bon, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais on peut noter qu'il y a plein de petites astuces adoptées par Citroën pour réduire les coûts de la voiture. Par exemple, le pare-choc avant et arrière sont strictement identiques. Et donc, ils sont interchangeables. C'est-à-dire que tu peux mettre le pare-choc avant, à l'arrière, et vice-versa. Ouais, c'est plutôt malin. Bon, ce qui fait qu'on a du mal à discerner l'avant de l'arrière de cette voiture, ça c'est vrai. Mais il y a d'autres astuces. Par exemple, la portière, je crois, conducteur s'ouvre de manière assez classique, mais la portière passager dans le sens inverse, parce que c'est, encore une fois, la même pièce. Donc ça permet de réduire les coûts au maximum. Alors on va en parler justement du prix. C'est 6 990 € si vous l'achetez neuf, mais ils ont une offre en location longue durée qui revient à 20 € par mois. 20 € par mois, c'est quasiment moins cher que votre forfait télécom, avec un apport, c'est vrai, de 2400. Ah, quand même. Oui, là, c'est un petit peu plus cher que le forfait télécom. Mais c'est le prix d'un scooter 125 aujourd'hui ou d'une Vespa bien équipée. Alors en termes de performance, comme je vous disais, on était quand même à l'opposé d'une Tesla. C'est un moteur électrique qui est quand même très peu puissant, 45 km/h maximum. Oui, parce qu'en fait, c'est une voiture qui est pilotable sans permis. Ouais, exactement, c'est très important. C'est une voiture sans permis, 45 km/h maximum, 70 km d'autonomie. Donc, c'est pas les performances des voitures électriques dernier cri, mais en tout cas, il y a une vraie volonté de Citroën de démocratiser la voiture électrique. Et moi, à mon avis, en tout cas sur le sujet, c'est que je pense que ça va cartonner, parce que c'est un peu, ils réussissent avec ce modèle ce que Twizy n'a pas réussi à faire, je pense. Twizy, la modèle Renault 2 Twizy, places, Renault Twizy, un peu bizarre, qui était longue, voilà. Et vraiment pour une très personne. basse, un peu en mode carte. Donc Twizy, c'est 2 places, des fenêtres qui se ferment même pas. Donc bon, on comprend pas l'intérêt quand il pleut à l'intérieur. Oui, là on a une vraie petite voiture. Voilà, là c'est une vraie petite voiture. Je pense que c'est à peu près équivalent à une Smart, voire un peu plus grande. C'est très intéressant. 2,40 m ça fait, je crois, cette voiture. C'est très rigolo. Et alors, la distribution est assez étonnante aussi. C'est-à-dire que Citroën s'est associé à Fnac Darty. Ouais. Exactement, donc vous allez avoir le rayon disque dur externe, câble et voiture électrique. C'est improbable. Ouais, mais le partenariat est très intéressant parce que pour démocratiser ces véhicules, il faut sortir ces véhicules de la distribution classique des concessions. Et quoi de mieux que des réseaux d'enseignes spécialisées comme Fnac Darty qui ont un réseau évidemment très bien implanté, très dense sur le territoire français. Et ça permet d'aller piquer la curiosité de personnes qui se posaient pas forcément
directement à la question, ils vont pouvoir les voir sur place. Alors ce ne sera pas dans tous les magasins, parce que tous les magasins ne vont pas pouvoir accueillir un modèle d'exposition, mais le modèle de distribution est intéressant. Le modèle de livraison aussi est intéressant, parce que une fois que vous l'achetez, 3 semaines plus tard, elle est livrée chez vous par un Chronopost. Ouais, non mais En fait, elle est livrée en kit. elle est livrée chez vous par une personne de Citroën qui va vous faire la démo de la voiture. Ouais, donc super. Donc il y a quand même un aspect premium dans la remise des clés. C'est assez étonnant. Emmanuel, est-ce que tu crois à ce nouveau concept de petite voiture, pas très chère, urbaine, parce qu'avec 70 km d'autonomie, on peut pas aller bien loin. Hein. Bon, on voit bien que c'est une voiture de complément, c'est pas une voiture en tant que telle, on peut pas s'acheter cette voiture-là et l'utiliser à plein temps. Donc effectivement, vu le prix qui est relativement abordable, un peu plus de 6 000 euros, comme le disait Christopher, effectivement ça ouvre le marché quand même à une clientèle qui veut s'équiper d'un deuxième véhicule pour faire en fait des trajets régulièrement pour aller au travail ou rentrer de chez soi, avec aussi un système de rechargement, parce que c'est aussi un des problèmes aujourd'hui de l'électrique qui est simple, visiblement, puisque il suffit de le brancher sur des systèmes électriques actuels, il n'y a pas besoin d'avoir un super chargeur ou des choses comme ça. Alors après, il faudra voir aussi la durée de recharge, combien de temps 3 elle prend. 3 heures, ouais, donc c'est relativement... En 3 heures, on retrouve 70 km d'autonomie, ça c'est pas mal. Donc ça lève quand même pas mal de barrières du 100% électrique, avec certes un usage qui reste restreint, mais donc ça va être intéressant de voir quel est le profil des gens qui se dirigent vers ce type de produit. Encore une fois, comme le disait Christopher, avec la Fnac Darty, c'est vraiment des points de vente qui sont en ville, donc c'est destiné vraiment aux urbains et qui ne sortent pas de la ville, justement. Donc ça va être vraiment intéressant, et on voit bien que par exemple ça peut rentrer en conflit, en concurrence directe avec la location de véhicules électriques qu'on voit aujourd'hui dans certaines grandes villes, avec un système quasi équivalent, du style on ne peut pas forcément l'acheter, on peut avoir un leasing. Donc est-ce que ça va cannibaliser Autolib et les descendants d'Autolib, qui aujourd'hui, pour le coup, Autolib n'existe plus, mais les descendants d'Autolib, et est-ce que ça va prendre une place existante, ou est-ce que ça va venir se superposer à ce marché existant? Ça va être intéressant de voir ça. Apparemment, elle va être aussi utilisée par des sociétés en autopartage. Elle va être aussi, je crois que c'est Free2Way ou un truc comme ça, qui met à disposition. Ça va être ça le gros du marché, en fait. Le reste d'achat en véhicule en direct ne sera qu'un peu de la marge à côté et de la vitrine. Bon, il nous tarde de la tester. De voir ce que ça donne, c'est assez rigolo comme voiture. C'est que pour une personne ou 2 personnes? Non, 2 personnes. 2 personnes. Ouais, 2 personnes. Justement, on reste dans le monde du véhicule électrique. Il semblerait que les ventes de véhicules électriques en France commencent enfin à décoller. Oui, exactement. En France, et là, on a des chiffres, en tout cas sur le marché européen. 290 000 véhicules électriques vendus en 2009, soit quasiment 100% de... 2019, pardon. Soit quasiment 100% d'augmentation. Donc, c'est ce qui fait de l'Europe l'un des plus gros marchés mondiaux du véhicule électrique. Et donc, c'est vrai que voilà, nous, chez 01, même toi, François, on suit la tech de très près. Les véhicules électriques, ça fait des années qu'on entend parler, mais là, vraiment, c'est super concret. Toutes les marques ont leur modèle. Toutes, quasiment. Donc, le marché n'a jamais été aussi prêt à passer à l'électrique. Ouais. Avec malgré tout un petit bémol, c'est vrai que le début de l'année a été excellent dans les ventes, tout simplement parce que les constructeurs ont retardé la livraison des véhicules qui devaient être censés être livrés en 2019 pour des histoires de bonus en fait écologiques, enfin vous savez de CO2, etc. En fait, les constructeurs vont être lourdement taxés à partir de cette année s'ils ne remplissent pas en fait une espèce de quota de vente de véhicules électriques pour faire baisser leur moyenne de CO2. Et donc il y a eu toute une manipulation qui fait que les livraisons ont été décalées début janvier, ce qui fait que ça a augmenté artificiellement le nombre de véhicules vendus en janvier. Mais là, visiblement, après, on retombera à la normale. Mais c'est plutôt positif, le fait qu'il y ait de plus en plus de véhicules électriques. On le voit, il y a la Mini électrique, là, si vous êtes avec nous en vidéo, qui a été annoncée. Et puis, chez Peugeot, il y a toute une roadmap de véhicules électriques aujourd'hui. On verra bien, Emmanuel, si le véhicule électrique va supplanter le thermique. Oui, alors c'est vrai que comme tu le disais, il y a quand même 2 éléments qui modifient structurellement ou conjoncturellement, en fonction de comment c'est pris, la décision d'acheter une voiture. Le premier, c'est effectivement le fait de pénaliser des constructeurs en fonction des émissions de CO2. Donc ça force effectivement aussi les constructeurs, ça leur force la main à proposer dans leur catalogue des véhicules 100% électriques. Puis de l'autre côté, du côté utilisateur, il y a aussi la fiscalité qui fait que quand on s'équipe d'une voiture électrique, on peut bénéficier d'aide du gouvernement. Donc ça a pu, dans certains pays, ça a propulsé
Tesla au démarrage. D'ailleurs, Tesla qui lui-même est attaqué aujourd'hui par ses concurrents pour avoir eu justement des subventions et des aides de certaines villes pour pousser l'électrique. Donc on voit que ça se retourne un peu contre Tesla. Mais en tout cas, c'est les deux leviers gouvernementaux pour accélérer aussi l'adoption de ce type de véhicule, avec, encore une fois, quelques réticences de la part du grand public qui sont, encore une fois, le temps de chargement, le fait de savoir où on peut se connecter à des bornes. Voilà, ça reste des éléments de questionnement, même si on a de plus en plus d'équipements justement pour pallier à ce genre de problématiques. Finalement, on va arriver peut-être à une situation où il n'y a plus assez de bornes de recharge électrique dans les villes. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a le parc de bornes anciennement des Autolib. Oui. Mais avec des véhicules à 7 000 € seulement, imaginons qu'il y ait une explosion de ces achats-là. Il va falloir suivre en termes de prise. À noter que moi je fais souvent l'analogie en fait entre le déploiement de la fibre optique en France et les moyens que met l'État à disposition et la mise à disposition des bornes et la construction de bornes aussi. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une vraie volonté forte de la part de l'État pour développer partout en France enfin des bornes électriques. C'est à peu près le même problème que la fibre optique. Il faut tirer des câbles, mettre des bornes un peu partout, même dans des endroits où aujourd'hui il n'y en a pas forcément besoin, mais demain, si on veut avoir un véhicule électrique et casser en fait ce frein psychologique de se dire je vais acheter une voiture, mais est-ce que je vais pouvoir la recharger sur mon lieu de travail, est-ce que je vais pouvoir la recharger, il faut installer des bornes. Et espérons que le gouvernement prenne à bras le corps ce problème. Cela dit, ils ont d'autres chats à fouetter. On enchaîne aussi maintenant avec le Wi-Fi. Une faille a été découverte dans le Wi-Fi. Ouais, c'est une info qui n'est pas du tout anxiogène. Non, mais pas du tout. Sachez que 1 milliard de produits Wi-Fi sont concernés par une faille. Bon, 1 milliard, ça va, c'est pas beaucoup. Ouais, 1 milliard, c'est rien. À 1 milliard près maintenant. Ouais. Non, la faille, alors qu'est-ce que c'est? Pour vous expliquer un peu grossièrement ce qui se passe, c'est que lorsqu'un smartphone communique en Wi-Fi avec un point d'accès, un routeur, donc il y a une transmission d'informations, et au moment où on coupe la connexion Wi-Fi, il reste toujours un petit paquet de données qui restent dans la mémoire tampon. Donc, si la transmission qui avait eu lieu par ailleurs, elle est bien sécurisée par des clés de chiffrement, le moment où le smartphone ou le routeur vide cette mémoire tampon, les paquets qui restent dans cette mémoire tampon et qui sont transmises ne sont pas chiffrés. Et donc, c'est une faille qui est assez importante parce que ça permettait à n'importe qui d'intercepter ces paquets et surtout de stimuler ou provoquer une déconnexion, reconnexion, déconnexion, reconnexion pour aspirer ces fameux paquets qui étaient dans la mémoire tampon. Alors, heureusement, la faille a été découverte fin d'année dernière et les principaux fabricants ont appliqué des patchs, des correctifs très rapidement. Mais on rappelle quand même que les puces concernées sont celles de Broadcom, notamment. Broadcom, ce sont les iPhones, les smartphones Samsung, des routeurs Asus ou Huawei et encore des smartphones de Xiaomi. Donc c'est des produits très largement utilisés. Donc alors. Mais faut-il s'en inquiéter? Qu'est-ce qu'on peut faire finalement? À part le fait de se dire oh là là zut, mais bon. Non, alors pourquoi c'est important d'en parler? Parce que c'est important d'en parler, c'est sûr, mais on peut rien faire finalement. On peut pas démonter son téléphone, on peut pas couper son Wi-Fi. On peut rien faire. On peut juste rappeler qu'il est très important, primordial de suivre les mises à jour de vos produits, de vos smartphones. Quand le fabricant de votre smartphone vous propose une mise à jour, il faut la faire. C'est important, surtout des mises à jour de sécurité. Et là, on parle même plus d'obsolescence programmée. On rappelle même que les vieux iPhones bénéficient encore de mises à jour de sécurité. Donc ça, il faut vraiment les faire. Et ça montre que on a beau avoir une technologie Wi-Fi qui existe maintenant depuis plus d'une décennie, on n'est pas à l'abri de failles et il faut rester vigilant, bien sûr. Emmanuel, quelque chose à dire là-dessus? C'est vrai que globalement, quand une société comme E7, en l'occurrence une société de cybersécurité, commence à dévoiler des failles de sécurité publiquement, c'est qu'au préalable, plusieurs mois avant, elle a alerté les fabricants de cette faille et qu'ils ont commencé à développer des solutions. Donc c'est pour ça toujours un peu la tradition. Hein, c'est la tradition. Il y a une espèce d'échange un peu très secret. Exactement. Entre la personne qui a découvert la faille et la société incriminée. Exactement. Et puis au bout d'un moment, quand il ne se passe rien, en général, la boîte qui a trouvé cette faille le communique au grand public. Voilà, c'est ça. Elle laisse un certain temps aux fabricants pour mettre en place. Correct. Exactement, en fait. De mettre en place des patchs ou des systèmes effectivement pour améliorer la sécurité des produits, ce qui a été fait là pour la majorité d'entre eux. Donc a priori, je ne sais pas s'il faut paniquer, mais
ce que tu disais, c'est qu'il y a une majorité des terminaux, que ce soit des iPhones, des Samsung et autres, ont eu cette mise à jour. Ouais. Donc, si les gens l'ont installé, a priori, aujourd'hui... Jusqu'à la découverte de la prochaine. C'est ça, exactement. Exactement. Donc le S7 a suivi cette procédure. S'ils communiquent aujourd'hui, ça veut dire que les fabricants, dans leur grande majorité, ont fait des mises à jour de sécurité. Donc maintenant, charge effectivement, comme le disait Christopher, aux utilisateurs d'installer ces mises à jour pour se protéger. Très bien, on enchaîne avec un marché qu'on connaît tous, hein, c'est le marché de l'achat reconditionné de smartphones. Hein. On a des chiffres sur ce marché qui, il y a encore quelques mois, quelques années, a explosé. Qu'en est-il aujourd'hui, Christophe ? Alors, on note, l'Institut de sondage Kantar a procédé à une étude auprès de 1000 consommateurs français, et on remarque, c'est plutôt une bonne nouvelle, que les personnes interrogées sont de plus en plus nombreuses à y penser. Donc, on est à 58% en 2020 contre 54% seulement en 2019. Alors, c'est 4% d'écart, mais c'est quand même important. Le reconditionné, on le rappelle, c'est quoi ? Ce sont des sociétés qui sont spécialisées dans la récupération de smartphones d'occasion. Ils les reconditionnent, c'est-à-dire que souvent, ils font un check de la batterie, de l'écran, et ils remplacent certaines pièces et ils les remettent sur le marché en appliquant une garantie allant de 6, 12, voire même 18 mois pour certains acteurs. Alors, il y a Remaze, Back Market, voilà. Il est comme neuf et ça permet quand même de s'offrir des produits haut de gamme d'une génération N-2, on va dire, à des tarifs très, très compétitifs. On n'a pas forcément toujours besoin du dernier iPhone, du dernier Samsung. La génération d'il y a 2 ans suffit encore largement. Et c'est un marché qui est intéressant. C'est une pratique qui intéresse surtout les jeunes à 63%. Ça s'explique parce que, évidemment, les budgets sont un peu plus restreints. Et puis, je pense que les jeunes générations sont aussi plus à même d'adopter ces nouveaux modes de consommation. Mais voilà, l'idée fait son chemin et c'est vraiment intéressant. Et puis évidemment, il y a l'aspect écologique, hein. C'est-à-dire que le fait de faire durer, d'allonger la vie d'un smartphone qui en théorie aurait pu rester dans un tiroir, c'est plutôt positif, ça. Oui, c'est plutôt positif. Il y a même des opérateurs qui se sont liés à un moment donné avec des sites avec des services de reconditionnement de smartphones, notamment Bouygues Telecom, qui avait fait un appel par exemple aux utilisateurs de ramener tous leurs anciens terminaux avec un prix qui était assigné à chacun des terminaux qui étaient ramenés pour leur permettre d'acheter d'occasion effectivement un terminal un peu plus neuf. Alors ça permet aussi pour les opérateurs malgré tout, parce que ça a l'air sympa, de reprendre des vieux terminaux 2G, 3G qui sont sur le marché, qui utilisent que ces bandes de fréquences, ce qui est en train de poser problème en France parce qu'à un moment ou à un autre on va vouloir éteindre la 2G ou la 3G probablement pour donner plus de bandes de fréquences en 4G, 5G, demain 6G, etc. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, plusieurs pays veulent éteindre la 2G, commencent même à faire un plan d'extinction. La France, c'est un peu encore compliqué parce qu'on a beaucoup de terminaux 2G et puis on a un autre problème, c'est qu'on a beaucoup de touristes donc, qui viennent de tous les pays du monde et qui ont besoin de se connecter en 2G. Et oui. Donc tout ça fait que on essaie de reconditionner et de proposer des terminaux plus nouveaux, mais pour ça, il faut faire disparaître les anciens. Donc effectivement, c'est quand même un élément important aujourd'hui du marché des télécoms qui est en train de se développer, qui est poussé par les opérateurs aussi, pour élargir effectivement sa base de clientèle aux plus jeunes, effectivement, comme le disait Christopher, avec un pouvoir d'achat moins important que les vieux que nous sommes aujourd'hui. Et en même temps, pour accéder effectivement à un iPhone 7, par exemple, ou un iPhone 8, et pas un iPhone 10 ou 11, puisque ça reste cher quand même pour des étudiants. Alors, il y a déjà du reconditionné, un iPhone 10. Hein. On trouve des téléphones qui ont 2 générations et qui peuvent être quand même à des prix plus bas. Est-ce que c'est la bonne affaire quand même des constructeurs ? Parce que moi, je me mets à leur place. Finalement, c'est un peu une épine dans le pied, cette histoire-là, parce que ça va ralentir le cycle de renouvellement de smartphones neufs, non ? Alors ça dépend moi, je me mets à la place d'un Tim Cook. Le fait que mes téléphones soient trop reconditionnés, finalement, ça va allonger finalement la durée de vie d'un téléphone. Et si on allonge artificiellement la durée de vie d'un téléphone, je vais en acheter moins de nouveaux, non ? Alors oui et non, je pense, parce que c'est-à-dire que soit c'est les gens qui vont sur ce marché du reconditionnement, ce sont des gens qui voulaient acheter un neuf et qui finalement se disent finalement je vais acheter une génération en dessous et je vais faire des économies. Donc dans ce moment-là, effectivement, il y a une
forme de cannibalisation, soit c'est, comme le disait Christopher, des jeunes qui avaient le smartphone de papa et maman, qui était une génération ancienne et qui montent en gamme. Oui. Et là, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça crée de la fidélité à la marque. Donc en fait, c'est un peu ambigu, ça dépend où on se situe sur le profil de l'acheteur. Mais je suis persuadé que Apple ou des grosses boîtes comme Samsung ont dû faire des études et ça va être assez intéressant de. De toute façon, Apple fait un programme de reprise des iPhones ou des iPads qui n'est pas forcément très intéressant financièrement. Non, mais donc ils sont déjà dans un programme de recyclage des anciens iPhones, justement pour essayer de bypasser ces sociétés-là qui se mettent un peu entre le consommateur et Apple. Et on ne sait pas encore ce qui va être annoncé en mars par Apple, mais la rumeur d'un smartphone entrée de gamme, enfin du low cost Apple, donc ça sera dans les 400-500 € quand même. Je pense que c'est aussi intéressant, c'est aussi une manière pour Apple de proposer des produits en face de ce marché du reconditionné et de continuer à vendre du neuf. Alors c'est un peu, ça va à l'inverse des questions environnementales, etc. Mais oui, c'est pas anodin, je pense, cette volonté de lancer un smartphone dans ces prix-là. On verra ça. En théorie, ce nouvel iPhone pourrait être annoncé fin mars. Mais bon, en ces périodes un petit peu de coronavirus, on se demande si Apple ne va pas être impacté par la sortie de ce téléphone. Ils ont déjà dit qu'ils étaient touchés quand même sur les résultats. Après, est-ce que sur la sortie du produit, on ne sait pas. En tout cas, sur les volumes, il y a des chances que même s'ils le lancent, ils n'aient pas les volumes qu'ils espéraient au début. À moins qu'il ait fabriqué il y a très longtemps. Parce que rappelons que c'est quand même tiré d'une usine, enfin comment dirais-je, d'une ligne de production qui existe depuis des années chez Apple. Peut-être que depuis des mois et des mois, en fait, ils fabriquent ce téléphone qui n'est pas aussi stratégique, on va dire, que le nouvel iPhone 12 qui sortira en septembre. Mais ça va être intéressant. Alors, il est stratégique parce qu'il s'intéresse... Non, je parle technologiquement. Technologiquement, non. Voilà, c'est ça. Mais après, stratégique économiquement, bien évidemment. Parce que c'est pour le marché indien, chinois, etc. Donc, c'est des volumes monstrueux. La 5G, il semblerait que ça y est, tout le monde se soit mis d'accord. Bouygues Télécom, SFR, Orange, Free, ça y est, on peut dire que c'est le coup d'envoi de la 5G. Ouais, ça y est, donc on est rentré dans une phase des enchères, donc une phase d'enchères. Et depuis le 26 février, les 4 grands opérateurs ont enfin déposé leur petit dossier auprès de l'ARCEP pour candidater, récupérer des fréquences. Alors il y a plusieurs étapes dans ce processus. La première, c'est que l'ARCEP va déjà examiner la solidité financière de chacun des opérateurs. Donc, c'est leur capacité non seulement à s'offrir, se payer cette fréquence, mais aussi de pouvoir entretenir le réseau et de le faire évoluer et d'être en phase avec les promesses de déploiement que l'ARCEP va surtout imposer. Et donc, au terme de cette étape, qui va durer 6 ans. Au terme de cette étape, de manière quasi automatique, les opérateurs vont chacun se voir attribuer un bloc de 50 MHz pour la rondelette somme de 350 millions d'euros. Alors, je ne sais pas si vous avez ça. Chacun, voilà. Donc, si vous avez 350 millions à dépenser... moi, j'aimerais bien m'acheter 50 MHz de 5G. Un petit réseau 5G local. Voilà. Donc, ça va être fait assez rapidement. Finalement, l'étape la plus intéressante, c'est celle d'après, parce qu'il va rester 11 blocs de 10 MHz à se répartir. Chaque bloc fait 70 millions d'euros. Donc, faites le calcul. Et donc, là, chaque opérateur va exprimer son souhait. Voilà, je veux tant de blocs de fréquence. Et là, il y aura des enchères en fait sur ces. Parce que 70 millions d'euros, c'est le prix de départ plancher. D'accord. Donc là, ça va être au plus offrant. Avec un garde-fou malgré tout, un opérateur ne pourra pas rafler plus de 100 MHz au total. D'accord. Pour des raisons assez logiques, pour éviter qu'il y ait un acteur qui soit beaucoup plus puissant que les autres. Une fois que les fréquences sont attribuées, l'ARCEP va délivrer des autorisations fin juin. Officiel. D'accord. Et les offres vont pouvoir, le donc réseau le va déploiement pourra commencer à ce moment-là. On est d'accord. Alors. Non. Pas forcément. Mais donc l'activation des fréquences en juillet et avec l'activation, démarrage des offres commerciales. Alors ce qui est intéressant, on peut se poser la question, mais attendez, c'est hyper tard, les enchères démarrent seulement maintenant et les offres commerciales en juillet, mais ils vont pas pouvoir déployer leur réseau. Évidemment que les opérateurs ont tous anticipé ce sujet-là et il y a déjà des équipements 5G qui commencent à être installés dès à présent, mais ils ne sont pas activés. Il suffira probablement au moment où l'ARCEP va délivrer officiellement chacune des fréquences de paramétrer sur un bouton de paramétrer les antennes sur les bonnes fréquences, etc. Parce que c'est beaucoup de logiciels quand même, il faut le dire, la partie 5G.
Emmanuel, il y a plein de choses à dire sur ce sujet, mais est-ce que les 4 opérateurs français ont les reins assez solides pour se lancer dans l'aventure de la 5G? J'ai entendu dire que Free et Orange pourraient s'allier et construire un réseau commun. Oui, parce qu'en fait, comme le disait Christopher, il y a minimum deux grandes questions. La première, c'est combien je vais payer les fréquences. Donc là, les enchères, on ne sait pas jusqu'où ça peut monter, mais ça peut monter très 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 haut. Bien sûr. Et de ce point de vue-là, si vous mettez beaucoup d'argent dans les enchères, qu'est-ce qui vous reste derrière pour déployer votre réseau avec des obligations de couverture importantes? Et là, on verra qui a les reins les plus solides. Et de ce point de vue-là, déployer le réseau, comme tu le disais, ça peut être plus malin de s'associer à plusieurs, quitte à payer cher les fréquences, autant après faire des économies sur le réseau. Donc la question, c'est un peu des vases communicants. C'est où est-ce que je mets l'argent? Est-ce que je mets un maximum sur les fréquences, sachant que c'est la ressource... Et je m'associe à un autre opérateur pour construire un réseau commun, voilà, sachant que c'est la ressource rare, les fréquences. Donc, et ça ne se partage pas trop. Donc, vaut mieux mettre beaucoup d'argent sur les fréquences et moins dans le réseau et déployer à plusieurs. Mais encore faut-il que l'autorité de la concurrence et l'ARCEP, le gendarme des télécoms, l'acceptent, parce que ça peut poser aussi des questions par rapport aux autres qui peuvent se considérer comme discriminés, par exemple, par rapport à Orange, Free, qui se mettraient ensemble. Et puis, il y a le 3e étage de la fusée qui est encore complexifié encore un peu plus, c'est avec quel type d'équipementier. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que Huawei va pouvoir déployer des équipements pour SFR, Bouygues? Ça, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est les 2 opérateurs qui travaillent essentiellement avec Huawei en France. Orange ne travaille pas avec Huawei en France, il le fait à l'étranger. Et Free a déjà annoncé qu'il travaillerait qu'avec Nokia, même si on a appris qu'ils faisaient quelques tests quand même avec Huawei dans certaines zones. Ils ne le disent pas très fort, mais ils le font quand même. Donc, et ça, en fonction de ça, ça peut avoir un autre coût. C'est-à-dire que si vous appelez Bouygues et SFR et que vous avez déjà un morceau de Huawei en 3G, 4G, vous ne pourrez pas mettre de la 5G Nokia par-dessus. Donc il va falloir désinstaller le Huawei, remettre... Ça va coûter une fortune. Et donc voilà, donc il y a un autre coût, un 3e coût. Ce coût-là que les opérateurs contextent et demandent à l'État de les aider, en fait. Soit de les aider, soit même Martin Bouygues a dit que si on leur imposait de ne pas prendre Huawei, il attaquait en justice le gouvernement. Donc c'est quand même encore tendu. Oui, c'est tendu. C'est tendu. Est-ce qu'on verra les premières offres commerciales de la 5G cet été? Alors il y aura sans doute des effets d'annonce, mais véritablement avec une couverture concrète. Des offres, il y en aura. Après, elles vont concerner essentiellement les très grandes villes. Ça va être les grandes villes. C'est effectivement Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux. Ça a déjà été annoncé. Et pas partout. Merci beaucoup à tous les deux, Christopher Similelli, donc directeur de la rédaction de 01, et à Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Vous restez avec nous. On va rester dans cette ambiance de téléphonie mobile, de 5G, avec Nicolas Lelouch qui me rejoint dans un instant dans De quoi je mail. Et avec lui, on va s'intéresser au devenir de Huawei, qui, vous le savez, privé des services Google et devient un petit peu un géant friable des télécoms. Et ce n'est qu'un problème énuméré parmi d'autres pour Huawei. Et puis on évoquera aussi le coronavirus qui a un impact évidemment sur toute l'industrie de la tech. C'est dans un instant. La suite de quoi je me mêle, c'est tout de suite à la fois à la radio, mais aussi en vidéo et à la télé. À tout de suite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.